Merci, bonsoir et merci d'accueillir Jane Birkin. Oui, merci vraiment d'être là pour la rétrospective des films de Bertrand Tavernier. Elle a commencé le 15 février, elle va durer jusqu'au 5 mars. Et là, ce soir, c'est Daddy Nostalgie, un film de 1990 qui a été présenté en compétition à Cannes en 1990, qui a dû sortir en septembre de la même année et que vous avez tourné à l'été 89. On y reviendra. C'est peut-être la première chose que j'avais envie de vous demander, c'est que c'est un scénario autobiographique, puisque c'est un scénario écrit par Colo Tavernier-O'Hagan, qui était l'ex-femme à ce moment-là de Bertrand Tavernier, sa scénariste. Et ce scénario est son histoire, c'est-à-dire c'est un scénario autobiographique. Et ma question c'est, est-ce que c'est elle qui a pensé à vous pour jouer elle, ou si c'est Bertrand Tavernier qui souhaitait que vous soyez dans son film à eux? Je ne sais pas du tout. J'étais très très content qu'il me demande de le faire. Et j'ai connu Colo après, mais je ne connaissais pas Bertrand. Il y a quelqu'un qui a dit, si on avait su qu'il allait mourir comme ça, on aurait dit plus qu'on l'aimait. Et c'est vrai que moi aussi j'aurais dit plus à quel point je l'aimais, ou de le citer, parce que cet homme tellement extravagant, tellement curieux des autres, qui les mettait toujours en valeur. Si je suis là ce soir, je pensais que je serais le seul, je ne pensais pas que vous allez affronter le froid à 8h30 du soir. Vous êtes génial d'être venu. Mais c'est vrai qu'il donne très envie de le défendre, en fait. Parce que j'ai rarement connu quelqu'un aussi enthousiaste, aussi content de nous avoir. C'était un tel plaisir de faire ce film avec lui. C'était vraiment très étrange parce que c'était tourné à Sanary, qui est un petit village dans le sud de la France, où vivaient les parents de Colo Tavernier, son ex-femme, donc monsieur et madame, ses parents à elle. Mes parents sont venus pour jeter un coup d'œil à qui allaient être mes parents. Donc j'avais mon père qui était très suspicieux de qui allait jouer mon père. Il n'avait pas vraiment à faire une histoire parce que Doug Bogart était quelqu'un qu'il admirait énormément. Et c'est vrai, Trevor Howard était mon autre père dans un autre film et Piccoli dans un autre. Donc j'ai eu des pères magnifiques, tout à part les miens, c'est vrai. Et c'était très étrange de tourner à Sanary parce qu'on avait des faux parents, enfin des parents de Colo. Mes parents, ma mère allait acheter des journaux pour lire à mon père pour le tempérer dans la journée en m'attendant. Et il y avait Doug et moi. C'était le dernier film de Doug Bogart. À cette époque, il ne voulait plus tourner. Il ne voulait plus tourner et ma belle-sœur le connaissait. Donc Bertrand a pu avoir son numéro de téléphone et exceptionnellement, vraiment, enfin c'était la dernière chose qu'il a tourné. Il est venu tourner avec nous dans le sud de la France. Et c'est là où je me suis basée beaucoup sur les parents de Colo qui n'étaient pas vraiment comme les miens, c'était vraiment comme ceux dans le film. Et c'était un personnage exquis, Colo Tavernier. Et Bertrand, voilà, je venais de faire quelques films avec Jacques Doyon qui était très pointillants, de le rythme avec lequel on dit ces textes qui étaient extraordinairement longs. Moi, j'étais pas un très bon élève non plus, qui fait que parfois c'était aux 90 prises, etc. Enfin, il était connu pour. Après ça, on gagnait les Césars, hein, donc on ne peut pas se plaindre. Mais c'est vrai que Bertrand était content tout de suite. Et c'était une telle joie de vivre, d'être dans un film de Bertrand, parce qu'on dirait que tout était des cadeaux. Et on a passé 8 semaines ensemble, exquis. Je crois que le film avait un très mauvais titre, je crois, Daddy Nostalgie, ne donnait pas très envie, parce qu'on dirait quelque chose d'un peu mièvre, je trouve. En anglais, c'est These Foolish Things, c'est plus joli. C'est la chanson que je chante au début d'ailleurs, qui est un classique, et c'est un peu plus mystérieux, plus léger à la fois, parce que finalement, ce film s'adresse beaucoup aux personnes qui avaient mon âge dans le film, et à 50 ans, on a vraiment la trouille
d'avoir un coup de téléphone un jour. Et ce coup de téléphone a sûrement allé venir. Donc c'est vrai qu'on a peut-être... La peur du coup de téléphone, oui, vous après une mauvaise nouvelle par rapport à vos parents ou... Bien sûr. Donc après la quarantaine, on commence à avoir peur de ce coup de téléphone, comme on a 50 encore plus. Et je crois qu'avec le titre, les gens avaient peur. Donc on avait beau faire des émissions de télé en disant en fait c'est vachement drôle, c'est pas du tout un drame, etc. Toutes les choses qu'on nous a dit de dire, mais je crois que c'était... La nostalgie qui est restée dans l'esprit des gens, peut-être. Oui, peut-être, et Daddy était un... Ceci dit, Colo appelait son père Daddy, et puis c'était exquis comme parent quand même, parce que d'avoir Odette Laure aussi comme mère, c'était tellement inattendu et tellement drôle, et elle a donné un peu de piquant dans cette famille un peu bourgeois. C'était très très bien. Mais... Je voulais juste revenir sur Dirk Bogarde, simplement pour dire, peut-être certains et certaines ne le savent pas, mais c'est vrai que c'est son dernier rôle. Ça a été un des plus grands acteurs britanniques, théâtre et cinéma, depuis l'après-guerre. Il a joué dans les films de Joseph Losey, de Luchino Visconti, d'Alain Resnais. Donc c'est vraiment un immense acteur qui là, accepte de faire encore un film avec vous. Et ce qui est beau aussi dans le film et troublant, c'est qu'il parle un français admirable. Et donc c'est un film français en franco-anglais. Dans mon souvenir, il y a même des moments qui sont sous-titrés entre vous. Ça, je ne sais pas, mais il vivait dans le sud de la France, en fait, Dirk Bogarde, pendant le dernier 20 ans de sa vie avec son compagnon. Donc il parlait un français parfait. Et il avait aussi eu une carrière tellement fantastique en Italie. Et les Anglais étaient... Il est venu, après ce film-là, il est venu une fois se montrer en public. Et c'était pour le concert que j'ai fait pour Serge Gainsbourg à Londres, un tribute. Il est venu pour expliquer aux Anglais qui j'étais moi. Parce que quelque part, il compatisait avec moi de ne pas être connu dans mon propre pays, ou alors pour des choses très frivoles. Parce que lui, il a fait des comédies un peu frivoles qui s'appelaient Doctrine House, Doctorate Sea. Et les Anglais continuent de dire ça, alors qu'il fait quand même Les Damnés, il a fait quand même tous les films de Luchino Visconti. Mort à Venise. Mort à Venise, bien sûr. Donc c'est vrai qu'il comprenait le tristesse, quelque part, que ça pourrait me procurer de ne pas être connu dans mon propre pays. C'est peut-être pour ça aussi que j'étais tellement content que Bertrand m'a demandé parfois de parler anglais. Ça m'est jamais arrivé, en fait, à part dans le film Dust où c'était complètement en anglais, mais de me permettre de m'exprimer en anglais aussi. C'est vrai qu'il voulait utiliser ça. Et il voulait que je sois plus gaie aussi, parce que j'étais un peu plombée par les films de Doyon, et il voulait que je porte une robe, que je sois un peu plus oh là là, et que je parle un peu l'anglais. Et j'avais l'impression d'être la personne parfaite pour lui. C'est une sensation exquise quand on fait un film, quand on fait n'importe quoi d'ailleurs. Mais vous avez été tellement la bonne personne pour lui que, et je ne dévoile rien en disant ça, mais le rêve qui est raconté au tout début du film est en fait un rêve que vous avez fait vous et que vous lui avez raconté. Absolument, parce que juste avant le film, on était parti avec Jacques Doyon et Lou, qui était tout petit. Et c'est Isabelle Huppert qui a dit à Jacques que c'était formidable de louer une maison c'était où? C'était juste en haut de la Russie. C'est pas du tout Ukraine, c'est Finlande. Près d'un lac. Très mauvaise idée, je peux vous dire, en août, parce que c'est bourré de moustiques. Je n'en voulais pas, ma petite Isabelle. Et en tout cas, un jour, j'ai regardé, ça vous arrive peut-être parfois, on a regardé la télévision et c'était l'école de Fellini. Et cette nuit-là, j'ai rêvé de mon père, que maman et moi poussé dans une brouette, et qu'on avait laissé un mot sur la table de la cuisine en disant « sont partis ». Et je courais avec, enfin vous allez voir, mais je courais avec ma mère en poussant cette brouette avec papa dedans,
qui était désarticulée comme une sorte de poupée étrange. Et dans la brouette, on avait mis aussi un arbre et attaché sur l'arbre toutes les choses qui étaient si formidables pour mon père, son légion d'honneur, voilà les choses qui fait que quand on passait dans les villages, on allait expliquer qui était papa. Et j'ai dit cette rêve à Bertrand, et parce que j'avais appelé ma mère sur l'autoroute en Finlande, parce qu'il y en a des autoroutes, ils sont tous très très similaires. Et j'ai appelé ma mère pour avoir une recette pour une fish pie, parce que j'avais attrapé un brochet et je ne savais pas quoi en faire. Et donc elle m'a donné la recette de la fish pie, elle a parlé de mon père, donc je suppose, de là, plus le Cétérican, où on était avec les hermaphrodites sur un brancard dans le désert, si je me souviens bien. De là, de pousser mon père dans une brouette, était une question de secondes. Donc, je vais raconter tout ça à Bertrand, qui lui dit le rêve, je crois. Mais c'est peut-être une des caractéristiques de Bertrand Tavernier comme cinéaste, et en particulier dans ce film, c'est une forme de générosité et d'accueil, parce qu'il accueille l'histoire de Colo Tavernier pour la raconter, son histoire, il accueille votre rêve, et je sais même, et ça se produit assez rarement, il accueille le désir de Doug Bogart après le tournage. Doug Bogart a une sorte de repentir, et il veut tourner une scène en plus, la scène de la station-service, sans la dévoiler, et c'est très rare que, disons, après tournage, qu'un acteur demande à un cinéaste d'écrire une scène en plus, et avec vous à la station-service, le père et la fille, et où là, Doug Bogart dit des choses qu'il ne dit pas ailleurs dans le film. Mais ce moment-là, vous vous en souvenez de ce retake? Je m'en souviens, oui. Parce qu'en fait, il a été témoin de la mort de son compagnon, qui était un cancer terrifiant de douleur. Et je pense qu'il regrettait de ne l'avoir pas dit, enfin, n'a pas pu le placer quelque part dans ce film. Cette scène qui l'a tellement touché, c'est vrai, il a demandé à Bertrand de tourner. C'est pour ça il a pris une station-service, parce qu'on pouvait le faire n'importe où, parce qu'on était viré de notre maison en Seine-Marie. Je pense qu'on ne pouvait plus retourner dans la maison. Et on a fait dans cet endroit un peu neutre. Et oui, tu as raison, absolument, j'avais oublié ça. Il avait quelque chose qu'il voulait exprimer, et étant donné qu'il ne faisait plus de films, c'était son moment pour pouvoir être la personne, pas seulement touchant, mais qui a été touché à ce point, alors qu'il pourrait, dans le film, être sarcastique, enfin, toutes les choses qu'on connaît de Bogart, qui n'était pas un être simple du tout. Et là, il se livre, enfin, oui, exactement, il avait envie de se livrer, absolument. Et en même temps, vous le disiez, c'est un tournage qui a été joyeux. C'est un tournage qui vous laisse le souvenir d'un moment, d'un temps, presque de quelques semaines de vacances, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'était délicieux. Et je serai toujours plein de gratitude de Bertrand, parce que je n'ai plus jamais retrouvé ça. J'ai pratiquement plus fait de film du tout. Et je n'ai jamais eu cette sensation aussi de liberté qu'on vous prend avec tout. Enfin, avec les défauts, avec les maladresses, tu sais. Chaque fois que j'ouvre le porte, j'ai ouvert la arcade sourcilière avec. C'était assez notoire de la maladresse. Eh bien, il aimait tout ça aussi, j'avais l'impression. Et après le film, parfois quand j'étais triste, il m'appelait, il voulait que je découvre le cinéma anglais avec un des cinéastes que je ne connaissais pas. Et ça, il voulait toujours partager tout ce qu'il venait de trouver, qu'il trouvait pouvait peut-être vous alléger la vie un peu. Donc je regrette son absence, c'est vrai, aujourd'hui. Et il trouverait bien des remèdes à ça, avec sa grande curiosité et sa générosité. Mille merci, Jeanne Birkin, vraiment. Un grand merci d'avoir venu jusqu'à nous. On parlait de Bertrand Tavernier,